je vous souhaite la bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre leçon sur les principes et indications des assistances circulatoires et respiratoires extracorporelles en chirurgie thoracique. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des implantations des canules et tout ce qui s'y rattache. Alors, voici le plan que nous allons suivre. Tout d'abord, nous allons parler des lieux d'implantation. Ensuite, nous parlerons des sites d'implantation périphérique chez l'adulte et les types d'abord percutané ou chirurgical. Après, nous verrons le shunt de reperfusion, puis l'anticoagulation dans les assistances circulatoires. Ensuite, nous verrons le contrôle du positionnement des canules. Et enfin, nous parlerons du monitoring du patient. Tout d'abord, voyons les lieux d'implantation des canules. Si la pose de l'ECMO nécessite une équipe médico-chirurgicale connaissant bien la technologie, elle ne nécessite pas pour sa mise en place aucune structure spécialisée. L'implantation peut se faire au lit du patient ou dans les sites très divers comme le bloc opératoire, réanimation, urgence, salle de cathétérisme. Cette souplesse d'utilisation est liée à la mobilité du système circuit batterie bouteille de gaz monté sur un chariot, permettant ainsi de déplacer le patient avec son assistance. Quels sont les sites d'implantation périphérique chez l'adulte? Il existe 4 sites d'implantation des canules dans la procédure des assistances circulatoires. Le premier site est l'abord fémoral artériel ou veineux. Le deuxième, c'est l'abord artériel axillaire. Le troisième site, c'est l'abord veineux jugulaire interne droit. Et le dernier site, c'est l'abord artériel ou veineux subclavier. Tout d'abord, voyons le premier site qui est l'abord fémoral artériel ou veineux. L'abord fémoral chez l'adulte est l'abord le plus fréquemment utilisé du fait du diamètre des vaisseaux, de la facilité et de la rapidité d'accès. Par ailleurs, en cas d'implantation sous massage cardiaque externe, il permet de poursuivre les manœuvres de ressuscitation. La complication principale associée à l'abord fémoral reste l'ischémie en aval de la canule artérielle. Pour la canule veineuse, on préfère l'abord de la fémorale droite chez
les patients de grande taille, c'est-à-dire les patients qui mesurent plus d'1,80 m. Cela pour être certain que l'extrémité de la canule puisse être positionnée à l'abouchement de la veine cave inférieure dans l'oreillette droite. Qu'en est-il de l'abord artériel axillaire? L'abord de l'artère axillaire pour la cannulation artérielle a été décrit par Navia et collaborateurs. Cet abord semble être intéressant chez le patient ayant une artériopathie des membres inférieurs. En effet, compte tenu de la recherche du réseau collatéral de l'artère axillaire, le risque d'ischémie en aval semble être minime. En revanche, sa pose est techniquement plus longue que l'abord fémoral, ce qui n'en fait pas un geste de choix dans l'urgence. L'interposition d'une prothèse entre la canule et l'artère est préconisée pour réduire les lésions locales et le membre supérieur du patient doit être maintenu en abduction. Par ailleurs, le sang oxygéné arrivant via le tronc artériel brachiocéphalique enrichit le sang éjecté par le ventricule gauche, sang qui perfuse le coronaire et les vaisseaux cérébraux. Ceci peut avoir un intérêt non négligeable en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë nécessitant une ECMO véno-artérielle. Le troisième site d'implantation périphérique chez l'adulte est l'abord veineux jugulaire interne droit. L'utilisation de la veine jugulaire est décrite dans l'article de Skargar et collaborateurs. Elle est pratiquée pour une utilisation pédiatrique. Les vaisseaux fémoraux n'ont pas un diamètre suffisant chez les nouveau-nés ou le petit enfant. Ou pour l'utilisation de l'ECMO véno-veineuse, l'utilisation de l'abord veineux jugulaire interne droit est majorée du fait de l'utilisation croissante de la canule double lumière bicave. De même, les différents dispositifs de dialyse respiratoire sont préférentiellement implantés dans la veine jugulaire interne droite. Le risque est le syndrome cave supérieure avec un retentissement possible sur la perfusion cérébrale. Maintenant, voyons le dernier site d'implantation des canules, qui est l'abord artériel ou veineux subclavier. L'abord artériel subclavier présente les mêmes avantages que l'abord artériel axillaire. L'interposition d'un greffon vasculaire entre la canule d'injection et l'artère est également conseillée. Néanmoins, l'abord artériel subclavier semble s'affranchir de la nécessité d'abduction du membre supérieur ou thoracique concerné.
Biscotti et Bacheta ont récemment décrit l'association de l'abord artériel subclavier droit à un abord veineux jugulaire interne droit. Cette configuration d'ECMO véno-artériel a été baptisée le modèle sportif. En effet, elle est réservée aux patients dont l'assistance circulatoire ambulatoire est anticipée. La mise en place percutanée d'une canule double lumière bicave dans la veine subclavière gauche sous contrôle scopique et échographique a été décrite par Safi et collaborateurs. Cette technique à réserver aux patients de petite taille présenterait l'avantage d'augmenter la mobilité des patients vigiles et de diminuer les risques d'infection chez les patients trachéotomisés. Voyons à présent le sous-chapitre sur l'association de l'extracorporeal membrane oxygenation à d'autres dispositifs d'assistance mécanique. L'association d'une ECMO avec d'autres systèmes d'assistance périphérique comme un ballon de contre-pulsion intra-aortique, Impella, Recorver LP est possible. Le plus souvent, l'ECMO est mise en place dans un second temps devant l'insuffisance des autres systèmes. Ensuite, voyons les types d'abord percutané ou chirurgical. Quand est-ce qu'il faut utiliser l'abord percutané et quand est-ce qu'il faut utiliser l'abord chirurgical? D'abord, mise en place chirurgicalement, les canules veineuses sont à présent majoritairement posées par voie percutanée. L'utilisation d'une canule double lumière bicave pour ECMO véno-veineuse percutanée est entrée dans le MERS et a contribué à la vulgarisation de l'ECMO véno-veineuse. En cas d'abord chirurgical, conseillé pour les canules artérielles, l'hémostase doit être minutieuse et réalisée si possible après restauration des pressions de perfusion satisfaisantes afin de limiter les risques de reprise du champ chirurgical pour hémostase. Les canules peuvent être posées à l'aide de dilatateurs selon la technique de Seldinger. La ponction doit être facile et non itérative afin de ne pas dilacérer les vaisseaux sous-jacents. Nous avons dit dans l'abord fémoral artériel ou veineux que le risque principal ou la complication principale de cet abord était l'ischémie en aval de la canule. Afin de pallier à cette complication de l'abord fémoral artériel ou veineux, il faut mettre en place le shunt de reperfusion.
La canule périphérique par l'artère fémorale avec des canules de plus de 15 French expose au risque d'ischémie du membre pelvien ou inférieur. Cette complication, rapportée avec des fréquences extrêmement variables, 11 à 50%, a conduit à la mise en place d'une perfusion distale systématique à l'aide d'un shunt dans l'artère fémorale superficielle pour de nombreuses équipes. Ça, c'était par rapport aux différents sites périphériques d'implantation périphérique chez l'adulte et le type d'abord percutané ou chirurgical. On retient que la principale complication de l'abord fémoral artériel ou veineux est la survenue de l'ischémie en aval de la canule artérielle. Afin de pallier à cette complication dramatique, il faut toujours penser à mettre une canule de reperfusion. On retient par rapport à l'abord veineux jugulaire interne droit que la complication principale est la survenue du syndrome cave supérieure avec un retentissement possible sur la perfusion cérébrale. Qu'en est-il de l'anticoagulation dans les assistances circulatoires et respiratoires en chirurgie thoracique? Par rapport à l'anticoagulation, on retient qu'il existe des types de circuits, les circuits pré-héparinés et les circuits non héparinés. Tout d'abord, voyons le cas des circuits pré-héparinés. L'utilisation de circuits pré-héparinés semble être licite, même si les résultats rapportés ne sont pas unicites. Leur utilisation permet de réduire l'anticoagulation, ce qui induit une diminution de l'adhésion leucocytaire, une réduction des microthrombie et une réduction des saignements. Si on utilise un circuit non hépariné, dans ce cas, quelle est la dose d'héparine? Au départ de l'ECMO, la dose d'héparine standard est de 50 unités internationales kg. Pour un circuit pré-hépariné, si le circuit n'est pas hépariné, la dose d'héparine standard est de 100 unités internationales kg. Voyons les trois situations dans lesquelles l'injection d'héparine peut être différée. La première situation, c'est la pose de l'ECMO sous massage cardiaque externe. La deuxième situation, c'est le polytraumatisme.
Et la troisième et la dernière situation, c'est le cas où il y a eu une anticoagulation efficace au préalable. Voyons ces trois situations en détail. Tout d'abord, la pose d'une ECMO sous massage cardiaque externe. Dans cette situation, l'injection d'héparine peut être différée ou on peut ne pas injecter d'héparine du fait des troubles de la coagulation post-ressuscitation. Dans le cas du polytraumatisme, l'injection d'héparine, on peut ne pas la faire, en particulier lorsqu'il existe un traumatisme du bassin avec hématome rétropéritonéal ou crânien associé. Et comme je viens de le dire tantôt, on peut ne pas injecter d'héparine en cas d'anticoagulation efficace préalable. Ensuite, nous avons le contrôle du positionnement des canules. Le contrôle du bon positionnement de la canule veineuse est impératif et est réalisé au mieux par l'échocardiographie ou à défaut par radiographie du thorax. Il doit se faire idéalement avant la fixation de la canule afin d'éviter de multiples manipulations. L'extrémité de la canule veineuse doit se situer à l'abouchement de la veine cave caudale ou inférieure dans l'oreillette droite afin que le drainage soit optimal. Si la canule est trop proximale dans la veine cave inférieure, il y a un risque de scission de la veine par l'aspiration une fois la volumie réduite. Elle doit être à distance du septum interauriculaire et de la veine cave crâniale ou supérieure afin d'éviter un collapsus de ces éléments induisant une anomalie de drainage ainsi que la recirculation en cas d'ECMO véno-veineuse double site. En cas d'utilisation d'une canule double lumière bicave, il semble avantageux de mettre en place le dispositif sous contrôle échocardiographique. L'extrémité distale de la canule doit se situer entre l'abouchement de la veine cave inférieure et des veines hépatiques. L'orifice d'injection doit se situer en regard de la valve tricuspide. L'utilisation d'un Doppler associé à l'échocardiographie peut être utile afin de vérifier le bon positionnement des orifices de drainage et de l'orifice d'injection. Le bon positionnement de canule
peut s'objectiver cliniquement par 3 éléments. Le premier, c'est l'absence de recirculation. Le deuxième, c'est l'absence d'anomalie de drainage chez un patient euvolimique. Et le troisième, c'est l'efficacité de l'assistance mécanique. Donc, on retient pour le contrôle du bon positionnement, il faut réaliser une échocardiographie pendant la procédure de mise en place d'une ECMO afin d'éviter de multiples manipulations. En plus de ce paramètre paraclinique, 3 éléments cliniques peuvent nous renseigner sur le bon positionnement des canules. Ces 3 éléments sont l'absence de recirculation, l'absence d'anomalie de drainage chez un patient euvolimique et l'efficacité de l'assistance mécanique. Enfin, voyons le dernier chapitre, excusez-moi. Le monitoring du patient. Le monitoring du patient est basé sur les paramètres gazométriques. La surveillance des paramètres gazométriques doit tenir compte du type d'assistance ainsi que de la position des canules. Lors d'une assistance véno-veineuse, la surveillance ne présente pas de particularité puisqu'une gazométrie prélevée en position radiale permet d'évaluer les niveaux d'hématose globale. En revanche, lors d'une assistance véno-artérielle, il faut tenir compte du site d'implantation des canules. Si elles sont positionnées au triangle de Scarpa, une gazométrie radiale droite est préférable afin d'évaluer le rapport entre le sang provenant du cœur et celui provenant de l'assistance. Par ailleurs, la saturométrie jugulaire ou cérébrale apporte de précieux renseignements sur les niveaux d'oxygénation cérébrale. Quel que soit le type d'assistance, une évaluation fréquente de l'oxygénateur et de ses performances est indispensable. Il est conseillé de comparer les valeurs de POD et de PCOD pré- et post-membranaire régulièrement et à chaque fois que l'hématose du patient se dégrade. La recirculation peut s'objectiver sur les gaz du sang en comparant la saturation veineuse en oxygène du patient à la saturation veineuse du sang de la canule de drainage. Pour le monitoring du patient, on aura besoin de l'échocardiographie transthoracique ou transésophagienne que je détaillerai dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt pour une nouvelle